Et bon, on est parti avec Gilles, du coup, vu que vous êtes le premier arrivé, je vous laisse poser une question à Adrien. Bonjour Adrien, bonjour à tous. D'abord, comment allez-vous? Comment se passe pour vous ce confinement puis ce déconfinement? Et puis surtout, des nouvelles de votre effectif. Je suppose que vous êtes en contact avec vos joueurs, savoir Ouais, comment ils sont et puis quand est-ce que se fera la reprise, au moins de l'entraînement et du collectif, quoi. le collectif, ouais. Bon, alors déjà, d'un point de vue personnel, le déconfinement, ça n'a pas été un gros problème. Je veux dire, on était dans une région quand même. J'ai pas été souvent contrôlé lors des sorties quotidiennes. Donc ça s'est plutôt bien passé. C'était plus compliqué à vivre pour les joueurs quand même. On a des joueurs qui, au bout de 2 semaines, ont tourné un peu en rond. Alors, pas mal sont rentrés dans leur région d'origine pour pas être en appartement et pour pas être en ville. Mais dès le premier mois, tous sont revenus ici. Donc, ce que nous on a fait, on leur a évidemment distribué tout le matériel qu'on avait en salle pour qu'ils puissent s'entraîner chez eux. Et ensuite, on leur a envoyé, on communique avec eux. On a une plateforme qui permet d'échanger nos plannings et de mettre des vidéos. On a une plateforme informatique de travail avec les joueurs. Donc, sur cette plateforme, il y a également les plannings. Et donc, on leur mettait 3 séances quotidiennes avec une séance le matin, comme ils ont en temps normal, une séance en fin de matinée, une séance en début d'après-midi. Pour être très transparent, ces séances, elles n'apportaient pas grand-chose en termes de préparation physique. C'était pas l'objectif parce que c'est un sport de course, c'est un sport de contact, c'est un sport de combat et ça peut pas se faire seul, quoi. Ça apportait pas énormément de choses, mais l'objectif c'était de leur garder un rythme de travail, c'est-à-dire continuer de se lever le matin et d'avoir une dépense énergétique le matin tôt, d'avoir une dépense énergétique avant le repas de midi, donc en fin de matinée, et une en milieu d'après-midi. Ça nous permettait de garder un rythme de sommeil pour les joueurs, de garder un rythme alimentaire correct, parce que s'il y a une séance à 15 heures, on peut pas se faire une grande plancha et une bouteille de rosé le midi. Donc c'était de garder ce rythme-là avec les joueurs. Et l'autre aspect, c'est que comme durant la saison, il y a un questionnaire qui est envoyé tous les matins aux joueurs. Le joueur, quand il se lève le matin, la première chose qu'il fait, il prend le portable et il a une alerte qui lui demande de répondre à 5 questions sur son état de forme. Des choses bêtes, j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi, j'ai mal au bas du corps, haut du corps, et j'ai de la lassitude où je suis pas bien dans ma peau, en gros, en quelque sorte, hein. Et en fait, ça nous permet de garder un lien parce que nous, ça nous met des alertes. Donc, quand c'est de l'ordre de courbatures, de choses comme ça, c'est les préparateurs physiques. Quand c'est de l'ordre de la santé, c'est le médecin qui rappelait. Et quand c'est de l'ordre de problèmes de sommeil ou de problèmes dans la vie familiale, c'était moi qui les rappelais. Donc, ça nous permettait d'avoir un lien avec les joueurs et je pense que chaque joueur a eu au moins une fois par semaine un des membres du staff. C'est comme ça qu'on a gardé le lien. Alors maintenant, sur le futur et comment ça va se passer, c'est vraiment complexe. C'est-à-dire qu'on a dû communiquer à la Ligue une liste de joueurs euh, qui va être avec nous dès la reprise. Nous, on a fait cette liste la moins exhaustive possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 53 noms sur la liste. On a mis le nom des joueurs partants, mais également le nom des joueurs qui arrivent. Et à partir du 1er juin, on entre dans une phase de reprise qui est une phase purement médicale. Donc, qui sera des entretiens, des entretiens de 40 minutes individuels médecin-joueur. Donc, c'est long de passer tous ces joueurs. Et c'est la même chose pour le staff. Ensuite, il y a un entretien psychologique, en fait, sur l'isolement pour des gens qui vivent en communauté. On vit à 60 au quotidien et même le week-end. Donc de se retrouver enfermé à la maison, ça a probablement des impacts qu'on ne mesure pas encore. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui interviendra après le 6 juin, qui est une phase de prélèvement, donc de prélèvement sanguin, de prélèvement nasal. Et à l'issue de cette phase, on aura 3 groupes d'individus, ce qu'on appelle les Covid-, qui n'ont jamais été infectés, qui peuvent reprendre un entraînement de façon classique, mais pas en groupe. Donc, on va avoir les Covid plus, c'est-à-dire des joueurs qui présentent les symptômes du Covid, qui eux vont être placés en quarantaine de nouveau pendant 15 jours. Et ensuite, on va avoir les immunocovid. Donc, qui sont des joueurs qui ont déjà été infectés par le virus, mais qui ne présentent plus de symptômes. Et eux, c'est encore d'autres tests, c'est-à-dire que c'est des tests
cardiaque, parce que ça peut provoquer des lésions cardiaques. Donc, à partir du 15 juin, on aura ces 3 groupes de joueurs définis et on va pouvoir commencer une reprise, mais une reprise qui sera individuelle dans un premier temps, quoi. Voilà où on en est avec notre groupe de joueurs. D'accord. Oh là là. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, c'est pas simple, c'est très protocolé et je pense que tout le monde se couvre. C'est tout simple en fait. C'est qu'il suffit qu'une équipe ait un cas dans son collectif pour que la reprise du championnat, qui est déjà très hypothétique, soit encore décalée. On a vu cette année avec le club de Montauban qui a eu un cas de staphylocoque dans son effectif. Ça a décalé 3 matchs. Carcassonne, Nevers et je ne sais plus le troisième. Donc ça décale toute la reprise du championnat. Donc c'est pour ça que le protocole est très strict et que la ligue se couvre, le diffuseur télé se couvre et donc de fait les clubs se couvrent. Ouais. Oui. D'accord. Très bien. J'espère que j'ai répondu. Merci. Bon, du coup, Franck, à vous de poser une question. Adrien, je pense qu'on va se tutoyer, on va pas se vous voyer puisqu'on se croise de temps en temps certains soirs. Moi, ma question, c'est où en est l'effectif exactement des joueurs qui sont partis. On a vu dans certains médias que l'on avait un espoir de l'UBB qui était arrivé. Ouais. Peux-tu nous en dire plus sur les joueurs qui seraient potentiellement amenés à jouer cette année sous nos couleurs? Ouais. Alors Franck, je vais faire un point. Je vais remonter un petit peu dans le temps pour te faire le point sur les départs et sur les arrivées et comment on a travaillé là-dessus. La première volonté, elle était de réduire le nombre de contrats pro. C'était une vraie volonté. On était à 44 contrats pro et c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que ça laisse pas de place pour les joueurs qui sortent du centre de formation, l'équipe espoir pour intégrer l'équipe professionnelle. Donc il fallait réduire ce nombre de contrats parce qu'on se trouve avec des joueurs qui étaient barrés, notamment en troisième ligne. Je pense à Hugo Boutin, mais à la mêlée, le petit Ompraré n'a jamais vraiment eu l'occasion. Trop de contrats pro, ça ferme les portes pour les joueurs du centre de formation. Donc il y avait cette volonté-là. La deuxième chose, concernant le recrutement, le constat qu'on a fait, c'est qu'on manque d'expérience de haut niveau. On le voit, on s'est retrouvé en panique sur des fins de match, notamment contre Romans à la maison, qui est un match qu'on doit maîtriser et sur lequel on doit aller chercher un bonus offensif. On se retrouve à une transformation, de faire un match nul contre l'équipe qui est dernière du championnat. Donc on avait besoin aussi d'apporter de l'expérience. Donc le recrutement, on l'a ciblé sur 2 joueurs d'expérience, un devant, c'est en cours de discussion, et j'étais encore hier soir avec le président Pichot, et un derrière. Voilà. Et l'autre volonté, c'est d'aller chercher des joueurs jeunes à potentiel, comme ça a été le cas l'année dernière pour Yann Serou, pour Iban Echeverry, pour Benjamin Noble, même s'il a été blessé, qu'il a eu une saison pointillée. C'est d'aller chercher des joueurs que l'on va faire grandir au sein de notre effectif et faire progresser. Et la troisième contrainte, c'est de respecter les quotas GIF. Donc on avait vraiment besoin de faire un tri dans l'effectif et de centrer notre recrutement là-dessus. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on est allé chercher Antoine Jourdan à l'UBB. C'est un joueur qui a pas l'occasion de matcher à l'UBB parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur son poste et sur le même profil que lui, notamment Alexandre Plancard qui est vraiment sur le même standard. C'est un joueur qui est comme Iban, champion du monde avec les moins de 20 et qui a besoin de s'exprimer. Donc nous, on a décidé clairement de s'afficher comme un club tremplin. C'est-à-dire que le joueur qui a 20 ans, qui a du talent, qui a un gros potentiel et qui est barré dans son club de top 14, il vient chez nous, il joue, il a l'opportunité de signer un premier contrat pro chez nous. Et s'il part pour une grosse écurie du top 14, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, parce qu'aujourd'hui, avec la réforme des indemnités de formation, on se paye aussi là-dessus. Donc, ça nous permet d'entretenir sur ce cercle. Et surtout, ça nous permet d'être attractif. C'est-à-dire que je pense qu'avant, un jeune joueur talentueux de 20 ans, il venait pas forcément à Angoulême. Voilà, on faisait jouer des joueurs plus âgés. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de changer la donne. Je pense que le meilleur ambassadeur là-dessus, c'est Iban Echeverry, qui
qui est un des joueurs qui a le plus matché, et qui est cette génération championne du monde des moins de 20. Voilà, un Luka Goginava qui a 21 ans, qui a matché beaucoup. Voilà, ça nous permet, en fonction de notre budget, d'avoir des joueurs de talent et qui sont encore accessibles pour nos moyens. Donc maintenant, on s'était fixé de réduire de 10 contrats l'effectif. C'est ce qui se passe. On va acter 10 départs qui ont été actés aujourd'hui pour 5 recrutements extérieurs uniquement. Donc, il y en a 3 qui sont déjà actés, qui sont Lucas Rubio, Gauthier Bruté de Rémur et Antoine Jourdan. On attend deux autres recrutements extérieurs, donc un 15, plutôt expérimenté avec un CV et un palmarès si possible, donc c'est en discussion avancée. Un troisième ligne également sur ce profil. Et les 5 autres départs qui sont compensés par des signatures de premiers contrats pro. C'est-à-dire c'est le premier contrat pro de Yansuru, le premier contrat pro de Luka Goginava, le premier contrat pro de Jules Evon, le premier contrat pro de Benjamin Noble et le premier contrat pro de Iban Echeverry. Voilà, c'est nos joueurs qui viennent compenser là-dessus. Derrière seront intégrés à l'effectif pro d'autres espoirs. Donc, je pense à des joueurs issus du club comme Bello en deuxième ligne et Boinon à l'aile. Voilà, des joueurs qui viennent nous rejoindre. Voilà en gros comme on a essayé de créer une balance dans cet effectif. Donc, si on regarde, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il y a une hémorragie avec 10 départs qui ne sont pas tous remplacés. Nous, c'était vraiment de créer de l'espace et de donner de la place à notre formation, sinon on ne peut pas progresser, quoi. On a nos espoirs qui sont promus en poule élite. On a besoin d'élever le niveau et de valoriser notre formation. Donc voilà, il y a vraiment cet équilibre à trouver, quoi. Est-ce que ça répond, Franck, à peu près à… Tout à fait. Ça répond tout à fait à ma question. Toi qui es à la formation du club, je pense que ça te parle parce que sincèrement, pour avoir été dans différentes structures, c'est trop rageant quand tu bosses sur la structure de formation et qu'il n'y a pas d'espace pour les joueurs du club pour s'exprimer dans l'équipe pro. Je crois qu'aujourd'hui, on va avoir un groupe de travail à la reprise qui sera de 43, voire 44 joueurs. Et parmi ces 44 joueurs qui vont travailler avec les pros au quotidien, il y en a une bonne quinzaine qui sont passés par les équipes de jeunes du SA15 et je crois que c'est aujourd'hui on doit être à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que pour arriver à se maintenir les premières années en Pro D2, effectivement, il y avait besoin d'expérience, de joueurs qui venaient d'ailleurs, d'apporter cette assise. Maintenant, on doit commencer à valoriser la formation interne du club et créer une vraie culture, une vraie identité club. Et ça, c'est possible que si les passerelles elles existent entre les équipes jeunes et l'équipe professionnelle, quoi. Donc, c'est parfois moins clinquant, mais sincèrement, je pense que pour les gens comme toi qui travaillent auprès de la formation, c'est plus valorisant, quoi, il me semble, vraiment. Tout à fait. Merci Adrien de tes réponses. Théo, à toi de poser une question si tu veux. J'ai une petite question par rapport à la reprise. Et vous deviez reprendre le show. Je t'entends pas trop, Théo, ça a coupé, excuse-moi. Je vais recommencer. Ouais. Plus d'une reprise du championnat, actuellement, à jouer au férié. Je sais pas si vous en… Ouais, je crois qu'on t'a pas entendu ça quand tu parles, Théo. Je sais pas si t'as un micro. Ouais, j'ai le micro du téléphone. Théo, je vais essayer de te répondre avec les bribes que j'ai entendues. Tu lèves la main si c'était pas ça la question. J'ai cru comprendre, tu me demandais quid de la reprise du championnat, c'est ça? Oui, savoir si vous préfériez, par exemple, en septembre ou en octobre. Alors, ouais, à huis clos en septembre, ouais. Alors, le huis clos, sincèrement, je crois que personne ne veut de ça, quoi. Nous, on a un stade qui fait du bruit en plus, quoi. Donc, il y a une ferveur, franchement. Donc, moi, le huis clos, ça m'embêterait vraiment. Et je parle pas d'aspect financier, je parle juste
de ce pourquoi on fait ce sport et ce jeu. Moi, j'aime bien quand je rentre dans le stade avoir les poils qui se hérissent, sentir des émotions qui me prennent, qui te tirent un peu les larmes. Voilà, donc le huis clos, je vais parler vulgairement, mais ça m'emmerde, quoi. Je joue à la console si c'est ça, quoi. Et je crois que nos joueurs sont comme ça aussi. Donc, moi, c'est pas une chose que j'ai envie de. C'est pas une chose que j'envisage. Voilà. Alors, je sais que les dernières discussions, elles étaient pour des jauges limitées à 5000 spectateurs. Je trouve que ce serait mieux que rien et que chez nous, quand il y a 5000 personnes, ça fait beaucoup de bruit. Donc, si on pouvait avoir ça et faire le plus de bruit possible, ce serait génial, quoi. On avait une réunion avec la Ligue ce jeudi-là, après-midi, avec la Ligue et tous les entraîneurs du secteur professionnel. Pour l'instant, la Ligue planche sur une reprise au 5 septembre avec des jauges partielles. Donc, il parle de 5000 personnes, d'une limite à 5000 personnes. Alors, est-ce que c'est 5000 personnes pour des stades de 10 000? Est-ce que pour nous, qui sommes un stade plus petit, est-ce que ce serait 2000 personnes, 3000 personnes? On ne sait pas encore, mais c'est vrai que euh, aucun membre des staffs et aucun président ne souhaite une reprise à huis clos. C'est pas la nature de notre sport. Et si on revient sur des aspects plus financiers, on n'est pas comme au foot où les droits télé sont la majorité de nos budgets, quoi. Nos budgets, ils sont liés à la billetterie, ils sont liés à la consommation qu'il y a dans les stades et aux services d'hospitalité qui sont proposés aux partenaires les jours de match. Euh, alors, l'autre chose, ça peut interroger sur plein de choses aussi, hein. Est-ce que la jauge réduite, est-ce que le huis clos, ça peut peut-être interroger à ce que nous, on fabrique dans le stade pour créer une atmosphère avec moins de monde, au service qu'on peut créer dans le stade. On a réfléchi, on a eu plein d'idées parce qu'on se disait, voilà, si on n'a pas le choix, comment on peut créer ça? Est-ce qu'on peut créer des espèces de fan zones avec des écrans un peu partout, ouvrir qu'une partie des tribunes, mais on réfléchit à tout parce qu'on n'a pas envie d'être dans des stades vides et qu'il n'y ait pas d'ambiance et perdre le lien, en fait, perdre le lien avec le public, perdre le contact avec le public, quoi. Ce serait euh, c'est trop important, quoi. Donc, mais je crois que franchement, j'espère que tout le monde sera suffisamment sérieux et, et que ces processus de déconfinement sont suffisamment bien respectés pour qu'on puisse redémarrer avec du public dans le stade. Vraiment, je trouve. Ce serait trop bête, quoi. Surtout dans un club comme le nôtre, je pense, vraiment. En tout cas, on travaille, nous, pour une reprise. On a planifié toute notre reprise. C'est assez long. C'est un processus de 14 semaines pour pouvoir être apte à un début de championnat le 5 septembre. Voilà. Ok. Des matchs amicaux ou... Alors, on est sur 2 matchs amicaux, mais les matchs amicaux, par contre, seront probablement à huis clos, quoi, hein. Ouais. Sachant que pour les clubs, les matchs amicaux, c'est une recette importante, en fait, hein. C'est une rentrée d'argent qui permet de bien lancer la saison. Donc, il y a un vrai business du match amical qui existe, hein, vraiment, hein. Donc, si le match amical doit être à huis clos, c'est des dépenses, mais pas de rentrée, quoi. Parce que tu dois quand même assurer la sécurité au stade. Donc voilà, donc en tout cas, pour les joueurs, on est obligé de passer par des matchs amicaux parce qu'il y a bientôt, ça fera 5 mois sans avoir joué, donc on est obligé de repasser par des matchs amicaux, mais ce serait certainement à huis clos, je pense. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Théo, à peu près Voilà. Ben on passe à Pierre. Ouais. Vous avez expliqué tout à l'heure comment vous allez gérer cette période de confinement. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, vous avez eu un rôle psychologique auprès de vos joueurs pour assurer ça? Ouais, c'est une bonne question et je pense que c'est probablement quelque chose qu'on a peut-être négligé un peu parce que on nous a jamais dit qu'on allait rester bloqué 2 mois à la maison, quoi. Au départ, on partait pour 15 jours et ces 15 jours, ils tombaient sur une période où de toute façon, on avait déjà une semaine de coupure avec les joueurs et ensuite, c'était prolongé comme ça. Donc, on a,
on n'avait pas anticipé ce rôle psychologique, mais effectivement, il a probablement été négligé. L'aspect sur lequel on a essayé d'être le plus présent possible, c'est les joueurs qui allaient quitter le club. Les joueurs qui allaient quitter le club, c'était acté avant cette période de confinement. Le deuxième bloc de la saison, qui a démarré fin janvier, c'est un bloc où tous les joueurs qui étaient partants, on les avait reçus en entretien individuel et on avait planifié avec eux un au revoir, en fait. Une façon de dire au revoir au stade. Comme Donc, tous les ans, comme tous les ans, mais en s'étant engagé, et je m'étais engagé à titre personnel à ce que les joueurs puissent dire au revoir en portant le maillot du club. Quel que soit le joueur, quel que soit le niveau du joueur ou le nombre de matchs qu'il ait fait, c'était qu'il puisse fouler la pelouse avec l'équipe pro avec le maillot du club. Voilà. C'était vraiment un engagement fort qu'on avait pris. Et c'est une des choses qui a été compliquée. Pour rentrer dans l'indiscrétion, c'est une chose que j'avais vécue à Paris quand Pierre Rabadan, qui est un joueur qui avait passé 13 années à Paris, quittait le club. Et c'était un joueur qui n'avait pas joué du tout de la saison, qui n'était pas impliqué dans l'effectif. Mais ça nous semblait important qu'il puisse dire au revoir au stade Jean-Bouin. Et on était en pleine course à la qualification et on recevait Montpellier qui était un concurrent direct à la qualification. On pensait à cette époque-là, quand on avait pris cet engagement, qu'on serait déjà qualifié. Or, on n'était pas du tout qualifié. Et donc, c'était un match charnière. Montpellier était à la course avec nous. Et on a fait jouer Pierre Rabadan qui était plus impliqué dans le groupe pro. Mais ça a créé chez les autres joueurs une telle émulation, une telle volonté de surpasser pour le joueur qu'on avait battu Montpellier. Et on était resté sur cette image très sympa de communion entre le joueur et le public. Et moi, j'avais envie de faire ça avec des joueurs, avec les joueurs du club qui n'ont pas forcément beaucoup joué cette saison, quoi. Donc, on s'était préparé à ce moment-là, préparé à cet événement, préparé à faire des t-shirts pour les joueurs qui allaient quitter. Et ça, c'est un côté un peu dur parce que je pense que ceux qui partent, quelles que soient les raisons, c'est des gens des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Ils auraient mérité de pouvoir saluer le public en étant debout sur le terrain avec le maillot du club. Et c'est l'aspect qui était un peu le plus dur à gérer à distance, parce qu'on n'avait pas une relation directe. Voilà, c'était un peu compliqué. C'était la partie qui a été le plus dérangeante pendant le confinement. Pour les autres joueurs, c'est différent. Je pense à ceux qui ont prolongé, les Paul Belzon, les Huygald. On n'était pas dans le soutien psychologique, on était dans se projeter sur l'avenir et l'envie de redémarrer vite et d'achever ce qu'on avait commencé à créer, quoi. Mais c'est une relation particulière parce qu'on a une relation quotidienne avec des émotions fortes qui sont partagées. Dans un groupe, on vit bien ensemble, mais on s'engueule beaucoup aussi. C'est difficile de s'engueuler avec quelqu'un quand on le voit pas, quoi. Donc non, mais c'est vrai, on a des accrochages quotidiens. C'est un joueur et un champion. Ce qu'on veut créer, c'est des personnes avec un ego fort, avec voilà, avec des compétiteurs. Donc un joueur, il existe quand il joue. Quand il joue pas, il a l'impression de servir à rien. Donc il se sent un peu perdu. Et c'est cet aspect-là qu'on n'a pas forcément bien anticipé ou bien appréhendé. Les joueurs là, on dira, mais c'est vrai que on n'avait pas établi quelque chose de précis là-dessus, quoi. Allez, on va terminer ce tour du coup avec Laurent. À vous de poser une question. Est-ce que les postes seront triplés, surtout en première ligne? Je trouve que c'est là où il y a un déficit, je pense. On est sensible. Alors sur le poste de talonneur, on considère qu'on est couvert et largement couvert avec ABI, Kessler et Bruté de Rémur, donc un ancien et deux joueurs de 25 ans qui sont pleins de bourre, mais cela dit, ABI qui fait une deuxième partie de saison dès qu'il a été en forme, qui était hyper intéressante. Sur le poste de pilier gauche, on n'est pas trop en danger là-dessus, pas trop inquiet. Pierre, est-ce que ton petit a une question à poser, Pierre? Non, il a déjà répondu à ma question. Il a déjà répondu à la question qu'il voulait poser, donc c'est bon.
Il voulait savoir quand est-ce que reprenaient les entraînements et donc tu y as répondu tout à l'heure. Ouais, les entraînements, donc, de façon individuelle reprennent le 1er juin. De façon collective, quand je dis collective, c'est des petits groupes de 4 joueurs qui tournent avec un circuit pour jamais se croiser. Ça reprendra le 13 juin. Et on est sur une période de 4 semaines où on doit organiser le stade avec des groupes, un circuit du joueur, des joueurs qui ne se croisent jamais. Et donc, à partir du 1er juillet, ils vont pouvoir utiliser le ballon. Alors, c'est dans des conditions particulières, hein, c'est-à-dire que les joueurs arrivent, se mettent le gel hydroalcoolique sur les mains, prennent les ballons qui sont dans une poubelle avec de l'eau de Javel, donc qui sont désinfectés, font les ateliers de passe qu'on leur demande de faire. Quand ils terminent, ils remettent les ballons dans cette poubelle d'eau de Javel qui désinfecte les ballons, se lavent les mains, partent. Quand eux sont partis et sont dans leur bagnole, les 4 autres peuvent arriver. Et voilà, donc c'est une période qui va être un peu galère pendant 15 jours comme ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Et on espère, avec ça, avoir des joueurs sains, c'est-à-dire plus de cas, plus de suspicion de cas, d'avoir que des joueurs Covid- ou immuno-Covid. Et on espère, dans ce cas-là, au 13 juillet, pouvoir reprendre les entraînements en collectif. Sachant que ce sont des entraînements collectifs sans contact. Ouais. Donc, au rugby, c'est un peu délicat quand même. Hein. Ça va être très compliqué. Ouais. Ouais, ce sera des mêlées à distance. et non, mais voilà, on sera là-dessus. On sera là-dessus, mais on n'a pas le choix, quoi. Et pour une période de 15 jours comme ça, donc 13 juillet pour une période de 15 jours sans contact, pour une reprise de rugby complet au 1er août. Bon, on vous souhaite bon courage en tout cas, et puis on sera là l'année prochaine, dès qu'on pourra. Ouais, on a besoin que vous soyez là, quoi. Donc j'espère que le stade sera ouvert et juste, je sais pas si c'est en guise de conclusion, mais on s'est fait une journée de séminaire avec tout le staff. Donc quand je dis tout le staff, c'est tout le staff du caméraman aux personnes qui s'occupent des vestiaires, des maillots, vraiment tout le staff. Et on avait des images à choisir, une trentaine d'images qui étaient posées sur une table. On devait choisir une image et qui résume notre saison. Et qu'est-ce qu'on modifierait la saison prochaine dans cette image? On s'était fait un petit exercice comme ça permet de libérer la parole. Presque toutes les images qui ont été choisies, ce sont des images de Chanzy, en fait. Et on s'est accordé sur une chose, on a fait des efforts pour être performant à l'extérieur très vite, et on a marqué beaucoup de points à l'extérieur. Je crois qu'en termes de résultats, on doit être la première ou la deuxième équipe à l'extérieur avec Perpignan, ceux qui ont pris le plus de points et le plus de victoires à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on changerait l'année prochaine? Eh ben, c'est la même chose à Chanzy, quoi. On a besoin d'aller. On a besoin de trouver de l'excitation dans notre stade, quoi. Et donc quand tu dis on espère se revoir vite, nous on espère vous revoir vite, mais pour des moments, pour des bons moments, quoi. Pas pour des matchs un peu galères. On a besoin d'aller s'exciter, de chauffer ce stade. Sincèrement, la dernière fois que j'ai vu Chanzy en tant qu'adversaire, c'était avec Oyonnax. C'était le dernier match de la saison, la phase régulière. Je venais avec une équipe qui avait besoin de gagner pour assurer une demi-finale à domicile. On l'a fait, mais c'était un stade qui a été un des plus beaux que j'avais vu de la saison, sincèrement. Et j'étais adversaire, hein. Donc c'était plutôt hostile pour notre équipe, mais c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Le bruit que ça faisait, cette ferveur, ça poussait. D'ailleurs, je crois que ça avait été un très beau match avec les équipes, un chassé-croisé d'équipes. Ça poussait, ça transformait, ça transcendait. Et, voilà, et nous, on a besoin de ça, quoi. On a besoin de ça. Ça avait même été applaudi quand tu es arrivé dans le stade, je m'en souviens. Je me rappelle, c'était énormément apprécié. Mais voilà, on a besoin de ça. Voilà. Et entre nous, c'est pas les joueurs et c'est de la confidence entre nous, staff.
on aimerait un match de phase finale à domicile. Voilà. Donc un match de phase finale, c'est une chose, ça veut dire finir dans les 6. Un match de phase finale à domicile, ça veut dire finir 3 ou 4. Donc on aimerait vraiment ça parce que on a l'impression que ce public, il suffit de peu pour que ça s'emballe et que ça s'enflamme vraiment et on a besoin d'aller chercher ça. Et c'est notre job de le faire, vraiment, de créer ça en tout cas. Voilà. Vraiment. On croise les doigts. Pareil. Eh bien, merci Adrien en tout cas. On a échangé pas mal. On savait que tu aimais beaucoup parler rugby, donc c'était l'occasion. Donc, Parler rugby un moment, ouais. Avec plaisir. Merci bien. Merci. Allez, merci. Merci à vous. Un bon week-end. Vous portez très bien, vraiment. Voilà, en espérant que vous soyez épargnés par tout ce qui est autour, que ce soit la santé, mais également dans votre job et voilà, et vos familles. Voilà. Et on se revoit très vite, j'espère. Vraiment.